Notre invité est Bema Gado. Il est directeur exécutif de l'ONG STATS. Il est également expert en gestion durable des déchets. Avec lui, nous allons parler de cette décision historique pour un traité mondial contre la pollution plastique. Bema Gado, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais bien et bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. L'ONU a lancé mercredi les négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique, une décision historique pour lutter contre un fléau qui menace l'environnement et contribue à l'effondrement de la biodiversité. En quoi, Bema Gado, cette décision de l'ONU est historique? Merci Michel. Vous savez, la question de la pollution plastique, tout comme les questions les plus pertinentes des enjeux mondiaux de l'environnement, notamment le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, sont des questions qui touchent tous les citoyens du monde entier et qui préoccupent tout le monde et qui amènent les citoyens à se rassembler dans des décisions communes comme celle-ci, à prendre des mesures ou des dispositions importantes. Maintenant, encore que les décisions, quand on qualifie de décisions historiques, moi, je ne suis pas trop, dans ça, je ne suis pas trop d'accord sur les questions de décisions historiques, parce que la question de la pollution plastique, comme je l'ai dit tantôt, avec les questions des changements climatiques, sont des questions qui sont connues d'avance et qui sont des décisions qui ont été suffisamment discutées lors des rencontres internationales, comme dans les années 92, la conférence de Rio, qui a été une conférence qui a rassemblé tous les pays du monde entier, où les accords et les conventions, les protocoles ont été pris par l'ensemble des pays de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes par rapport à la mise en place des accords qui ont été pris? La décision historique ou les décisions historiques qui ont été prises à l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était un accord qu'on avait parlé d'un accord historique où tous les pays se sont mobilisés pour prendre une décision sur le climat. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? 5 ans après l'accord de Paris, les 100 milliards de dollars qui devraient être mobilisés chaque année par les pays industrialisés en faveur des pays les moins avancés qui subissent les intempéries, les problèmes environnementaux. Pour le moment, il n'y a pas ça. Donc l'historique, c'est sur le papier. Pour moi, l'historique, c'est des mots, c'est encore une décision de plus pour augmenter le nombre de réunions au niveau de l'organisation internationale qu'est l'ONU. La pollution plastique est un fléau qui menace l'environnement. Les menaces se trouvent à quel niveau selon vous? Mais les menaces sont partout. Vous savez, un déchet plastique non biodégradable fait combien de temps dans l'environnement? Plus de 400 ans dans l'environnement. Et ça a été démontré par des études scientifiques. Lorsqu'il se retrouve dans les fonds océaniques, dans les fonds marins, et qu'il est déconnecté de la température et d'autres éléments qui permettent sa décomposition et sa dégradation, il peut aller jusqu'à 1000 ans avant de commencer par se décomposer. Et donc, la présence de l'environnement et la présence du déchet dans l'environnement fait perdurer l'insalubrité dans l'environnement. Et vous connaissez les conséquences de l'insalubrité. Au-delà, les enjeux de la santé humaine. La santé humaine est perturbée. Imaginez tout simplement, regardez lors des premières pluies. Nous allons rentrer bientôt en avril, où nous allons commencer par avoir les premières pluies. Quand vous aurez les premières pluies, il faut regarder les quartiers de Lomé, les quartiers, surtout les quartiers périphériques. Et allez-y regarder les bassins de rétention qui sont construits par l'État pour recueillir les eaux de ruissellement lorsqu'il pleut. Vous allez constater les dégâts énormes en matière de déchets plastiques qui se retrouvent dans ces bassins de rétention qui sont drainés à travers les caniveaux qui sont construits pour faire passer les eaux de ruissellement. Vous allez au niveau de la lagune de Lomé, vous allez voir au niveau, dans la descente de l'hôpital Sylvanus Olympio, vous allez voir sous le pont, vous allez constater les premières pluies, vous allez constater la quantité de déchets plastiques qui sont drainés, qui se retrouvent à cet endroit. Et ces déchets plastiques vont parachuter où? Dans l'océan. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 23 milliards de tonnes de déchets qui sont déversés dans les océans chaque année.
Et les études de l'ONU de l'ONU nous indiquent que d'ici à 2040, on sera à plus de 37 milliards de tonnes de déchets. Et ça fait, tenez-vous bien, ça fait environ 50 kg de déchets par mètre carré dans le monde entier. Et donc, vous pouvez imaginer, et c'est pour ça que la secrétaire générale de l'ONU, en 2015, disait que si nous ne savons pas faire, en 2050, on aura plus de déchets plastiques dans l'océan que les poissons. Ouais. Et ça se démontre aujourd'hui parce que les pêcheurs n'arrivent plus à trouver suffisamment de poissons. Quand ils mettent leur filet dans l'océan, c'est les déchets plastiques qu'ils récoltent plutôt que les poissons. Donc, voilà. Ouais. On dit également que ce fléau contribue à l'effondrement de la biodiversité. Expliquez-nous amplement Mais cela. C'est tout à fait logique. Ce que je viens de dire tout à l'heure, 23 milliards de tonnes de déchets plastiques dans l'océan, la biodiversité se trouve où? La biodiversité se trouve dans l'océan en partie, en majorité. Et donc, cette biodiversité qui n'a plus d'habitat, ces habitats sont remplacés par des quantités énormes de déchets plastiques. C'est clair qu'il y aura plus de biodiversité. Les poissons n'arrivent plus à respirer parce qu'ils sont étouffés par les déchets plastiques. Et les autres espèces qui vivent dans l'océan sont complètement détruites. Les habitats des écosystèmes sont détruits. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ces écosystèmes? Donc ça participe à l'effondrement total des écosystèmes océaniques et donc des écosystèmes terrestres également, puisque sur la terre ferme, il y a des animaux qui inhalent les détritus de plastique et qui en meurent. Ouais. Il faut voir, quand vous avez les dépotoirs derrière vos maisons, il faut voir comment les animaux déambulent sur ces dépotoirs. Et maintenant, l'être humain qui fait partie de l'écosystème va plutôt consommer ces animaux, ces espèces halieutiques qui inhalent les déchets plastiques et finalement c'est la mort qui va s'en suivre également. Alors l'Assemblée pour l'environnement de l'ONU a adopté une motion créant un comité intergouvernemental de négociation. Quel est l'objectif de ce comité selon vous, Béma Gado? Mais l'objectif du comité, c'est de pouvoir arriver à s'entendre sur un test consensuel et qui va être proposé en 2024 au cours d'une assemblée générale des Nations Unies qui va être adoptée tout comme les autres tests qui sont adoptés, le protocole de Kyoto, la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la convention de Amsterdam, etc. Donc ce sont des conventions, ce sont des protocoles qui vont être déduits à partir de ce comité interministériel qui a été mis en place. Et c'est pour ça qu'on parle de décision historique. Moi, je dis qu'il n'y a pas de décision historique parce que l'Afrique a déjà anticipé sur ces problèmes. Ouais. Il y a des décrets, il y a des décisions au niveau de la sous-région qui ont été prises pour interdire l'importation et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables. Depuis 2011, le Togo a pris un décret par rapport à ça. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana ont pris des décrets pour interdire la production et l'importation des déchets plastiques. Ça veut dire que les Africains ont anticipé sur ces problèmes. Et les traités qui vont être développés au niveau international ne vont pas forcément être différents de ce que les pays ont déjà pris comme engagement. C'est pour ça que moi, je ne qualifie pas ça d'historique. D'historique. Voilà. Alors, les conséquences pour les êtres humains, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, ces déchets sont versés dans l'océan, on les retrouve même dans l'estomac des poissons que les humains consomment. Il y a d'autres facteurs également. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont énormes, comme vous venez de citer quelques-uns. C'est que les poissons vont mourir, ou les espèces halieutiques, les écosystèmes marins vont mourir en masse. Et déjà en France, on dit qu'il y a plus de 23 millions de tonnes de déchets qui sont déversés par... il y a un rapport dans F-Watch Europa qui a dit que les déchets qui parcourent les cours d'eau pour arriver dans l'océan sont évalués à plus de 37% de l'ensemble des déchets qui transitent pour aller dans les océans. Et le rapport mondial a dit qu'il y a 97% des déchets marins, dans les déchets marins, il y a 97% de plastique qui se retrouve dans l'océan. Et donc, c'est tout
cet embourbillon-là qui permet en fait de détruire les écosystèmes, puisque le plastique, quand il est inhalé par une espèce animale, il bloque la respiration. Et quand il bloque la respiration, quelques jours après, l'animal va mourir. Et l'ONG Greenpeace nous avait dit qu'il y a plus de 100 000 mammifères qui meurent des déchets plastiques dans l'océan par année. Et donc, quand vous comprenez, vous écoutez ces chiffres-là, vous tiquez, vous dites qu'il y a des conséquences énormes. Et donc, nous, on rattrape les poissons qui ont suffisamment consommé de ces déchets plastiques et que nous mettons dans nos plats. Donc, nous consommons indirectement les déchets plastiques. Et par contre, les animaux qui déambulent derrière nos maisons vont consommer également ces déchets plastiques, vont en mourir. Et nous allons consommer également ces déchets plastiques à travers ces animaux. Et donc, c'est tous les êtres humains et tous les êtres de l'écosystème qui sont touchés. Et donc, les conséquences elles sont énormes. Et les conséquences sont également au niveau économique. Oui. Donc, vous voyez le tourisme. Lorsque vous avez un pays qui est suffisamment pollué, vous avez 20% de déchets plastiques dans votre environnement, soyez sûr qu'aucun touriste ne viendra dans votre pays. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que notre plage, on fait suffisamment du travail pour avoir une plage propre, pour attirer des touristes. Mais malheureusement, malgré tous les efforts que nous faisons, les gens vont pour s'amuser sur la plage. Ils laissent énormément de quantité de déchets par terre. Dans notre environnement immédiat, on laisse énormément de déchets plastiques. Et quand il pleut, tout est drainé dans l'océan. Et quelquefois, les vagues font rejeter certains plastiques dans le sol et sur qu'on appelle la plage et ne donnent plus une ambiance de vivace sur cet espace-là. Donc, du coup, on va perdre au niveau du tourisme. Au niveau agricole, les déchets plastiques, lorsqu'ils tapissent le sol, ils ne permettent plus la régénérescence du sol. Et donc, du coup, les cultures qui vont être mises en place sur cet espace ne pourront pas donner des résultats. Donc, il y a aussi cet impact qui existe. Et au niveau halieutique, j'ai déjà expliqué, il y a certaines communautés qui vivent uniquement que du poisson. Donc, aujourd'hui, si le poisson n'est plus là, une partie du Sénégal est partie. Vous voyez, donc, il y a des conséquences énormes. Et donc, les conséquences, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau humain, au niveau économique ou au niveau environnemental. Alors, on remarque aussi que le mandat de négociation est très large. Pourquoi? C'est plus donner du temps pour le travail? Mais oui, puisque le mandat de négociation ne peut qu'être large. Parce que les décisions comme ça, pour qu'elles marchent, ne doivent pas uniquement concerner les instances décisionnelles. Il y a des entreprises qui produisent. Il y a des citoyens qui consomment. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans la stratégie de lutte contre le plastique. Et donc, il faut pouvoir consulter toutes les couches sociales. Il faut pouvoir consulter toutes les couches afin de pouvoir arriver à recenser les solutions pratiques qui permettront de répondre à cet enjeu. Moi, je vous dis aujourd'hui, la question la plus importante à prendre en compte, c'est l'alternative au plastique. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui a une possibilité de pouvoir financer l'alternative au plastique au regard de la croissance démographique galopante et au regard de l'urbanisation élevée? Je vous retourne la question. Est-ce que l'Afrique a ses moyens? L'Afrique n'a pas ses moyens. C'est pour ça, justement, que les décrets qui sont pris sur la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets et emballages non biodégradables ne peuvent pas s'exécuter, ne peuvent pas être réellement appliqués. Le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, tous ont signé ces décrets, ont déjà pris des décrets au niveau national. Mais ils ne peuvent pas le mettre suffisamment en œuvre parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et aujourd'hui, on dit que c'est une décision internationale aujourd'hui. Peut-être que les pays les plus développés qui nous créent tout l'état de pollution, aujourd'hui, vont peut-être encore s'engager à dire on finance la réduction, on finance
l'alternative, on finance ci ou ça, mais encore que il faut voir quels sont les mécanismes de financement et quelles sont les conditions d'accès à ces financements. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que je dis, c'est encore une rencontre de plus qui est créée pour les Nations Unies. Et moi, je ne pense pas suffisamment qu'elle donnera des résultats escomptés. Selon vous, à partir de ces négociations, comment sera désormais faite la gestion de ces déchets? Vous avez espoir, Bema Gado, la réutilisation ou le recyclage? Mais oui, nous, au Togo, on a quand même suffisamment avancé sur les questions. Et depuis un moment, nous avons démarré des initiatives de transformation, de recyclage des déchets au Togo et des solutions sont là. Et heureusement, le gouvernement togolais est sensible à cette question de transformation des déchets plastiques. Je pense que c'est un moyen, le moyen le plus efficace de traiter le déchet. C'est de trouver des sources de pollution, c'est de pouvoir agir depuis la source, récupérer le déchet et le mettre dans un système de valorisation qui va permettre non seulement de limiter le plastique, mais en même temps de pouvoir le redonner vie d'une autre manière, mais en même temps de mettre en place des mécanismes de récupération et de pouvoir créer des emplois sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, cette stratégie que nous avons initiée et que nous avons présentée au gouvernement qui a été vraiment sensible à cette solution et qui est en train d'accompagner progressivement l'initiative à se développer. Je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut vraiment encourager dans les pays africains qui ont besoin suffisamment, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des moyens de changement de mode de consommation, mais la stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir éliminer les dangers qui sont créés par ce mode de consommation que nous utilisons, c'est la réutilisation, c'est le recyclage. Et ce mode de traitement de déchets permettra à l'Afrique de pouvoir garder son élan sur le plan économique et de pouvoir aussi absorber du chômage et de l'emploi au niveau des entreprises qui mettent en place des solutions pour réduire ces genres de pollution. Donc vous confirmez, le gouvernement togolais est très accessible à ces questions de plastique et de recyclage. Je vous dis, depuis 2013, lorsque nous sommes rentrés dans la stratégie de gestion écologique des déchets plastiques particulièrement, en mettant en place des unités de récupération et de transformation. C'est vrai qu'on n'a pas, par rapport aux ressources de nos États, on n'a pas des financements directs sur le plan financier, mais on a des facilités que le gouvernement nous accorde pour l'installation, pour le développement de l'initiative, pour la visibilité de l'initiative. Et je vous dis que nous, notre entreprise Green Industry Place Togo vient de remporter un prix international qui est finaliste et qui remporte un prix de 100 000 livres sterling pour accélérer la solution que nous avons mise en place au Togo. Donc je pense que le gouvernement ayant facilité l'installation de cette unité et ayant facilité la visibilité de cette unité, permet aujourd'hui de pouvoir se montrer l'importance de cette solution à l'échelle internationale qui est suffisamment saluée et qui continue de faire quand même son bonhomme de chemin dans le contexte de l'accélération. Et je pense que ce prix que nous venons de recevoir, nous allons quand même aussi montrer ça à notre État pour qu'ils sachent que en fait, la solution qu'ils ont pu quand même arriver à cautionner, cette solution était quand même une solution en qui ils devaient faire confiance. Félicitations à vous, Bema Gado. Alors, puisqu'on parle du Togo, il y a une loi, c'est la loi du 5 janvier 2011. Qu'est-ce que cette loi dit concrètement? Mais c'est une loi qui dit que le Togo s'engage à interdire la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets et emballages non biodégradables. Et encourage et autorise l'utilisation, la production, la commercialisation et l'importation des sachets et emballages biodégradables. Et donc, elle n'a pas fini. Le troisième article dit que le Togo souscrit également
à utiliser les matières dans la production des sachets et emballages biodégradables, à utiliser les matières recyclables. Donc, qui permettent d'aller au recyclage. Ça veut dire que le Togo est déjà plongé dans la stratégie de recyclage il y a longtemps. Et donc, c'est ce que le Togo encourage aujourd'hui. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas les moyens de sa politique. C'est-à-dire que pouvoir financer l'alternative qui permet de sortir complètement des sachets et emballages biodégradables et non biodégradables. C'est ça le problème. Donc c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Puisque la volonté est là. Oui, la volonté est là. Les entreprises qui se sont installées ont déjà acquis des équipements qui leur permettent de produire les sachets et emballages biodégradables et non biodégradables. Pour changer la stratégie de production de ces entreprises, il faut changer les équipements. Parce qu'ils ne vont plus utiliser la même matière et ils ne vont plus utiliser les mêmes machines. Donc, il faut changer. Or, vous connaissez le coût que les machines peuvent générer en termes d'industrialisation. C'est la même chose au niveau du Ghana. Le Ghana, c'est en Afrique de l'Ouest, à part le Nigeria, c'est le Ghana qui est le plus grand producteur des sachets et emballages non biodégradables. Donc, si eux, ils ne sont pas arrivés à arrêter la production, la commercialisation, c'est les déchets, les plastiques du Ghana qui nous embourbent le marché de Asigame ici, c'est les plastiques de Nigeria qui nous embourbent le marché ici. S'ils n'arrivent pas à arrêter la production et la commercialisation, ce n'est pas le Togo qui va aujourd'hui dire qu'elle arrête définitivement la production. Ouais. Parce qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir trouver des alternatives qui permettent de servir 7 millions de personnes. Aujourd'hui, avec d'autres matériaux, des alternatives biodégradables qui pourront servir les consommateurs togolais. Alors, les défenseurs de l'environnement se sont félicités de cette décision historique, mais affichent également leur vigilance. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est parce que beaucoup de choses n'ont pas été respectées. Mais oui, mais ils se sont félicités parce que c'est un combat qui est engagé depuis par les défenseurs, les activistes de l'environnement qui veulent vraiment estomper les phénomènes qui mettent en mal l'environnement. Et donc aujourd'hui, une décision comme celle-ci donne encore la matière à ces activistes, à ces défenseurs pour dire que nous avons acquis quelque chose. Nous avons acquis quelque chose, mais l'histoire, la réserve qu'ils portent, elle est légitime. Et moi, je suis pessimiste. Moi, j'ai lu qu'ils sont optimistes, mais moi, je suis pessimiste par rapport à ça parce que j'ai déjà vu des décisions plus historiques que ça. Et donc, du coup, beaucoup de décisions dans le cadre de l'environnement qui n'ont pas suffisamment avancé, qui n'ont rien donné. Et donc, là où il faut agir, c'est au niveau des actions. Voilà, quand on prend une décision de mettre 100 milliards de dollars pour atténuer les effets des changements climatiques quelque part, il faut quand même débloquer les 100 milliards et mettre les conditions qui permettent à tous les pays d'accéder à cet argent pour pouvoir travailler sur les volets qui sont acquis. Mais on ne peut pas dire qu'on met 100 milliards, on débloque peut-être 10 milliards et puis on met des conditions assez coriaces qui font que les pays n'arrivent pas à respecter ces conditions et jusqu'à la fin de l'année, on n'a pas pu toucher peut-être 2 milliards des 10 milliards qui ont été mobilisés quand même. Donc ça, c'est un leurre. Et c'est une stratégie pour garder l'Afrique, qui doit être en pleine croissance, qui doit aussi aller à l'échelle de ces industrialisations avant de revenir voir comment on résout les problèmes. C'est une stratégie de ces pays occidentaux et qui sont des pays développés, voilà, qui ont atteint un niveau de croissance, qui ont démarré leur industrialisation plus de 40 ans, 50 ans en arrière, et qui viennent nous dire aujourd'hui, nous qui sommes en train de rentrer dedans, qui viennent nous dire, non, arrêtez, ne faites plus ça, voilà, il y a tel problème, et si vous rentrez dedans, ça va devenir le chaos, et on commence par faire des prévisions scientifiques pour vous dire qu'est-ce qu'on attend devant, et puis on nous arrête, et on ne donne pas des mesures d'accompagnement qui nous permettent de changer les modes beaucoup plus responsables qu'ils nous recommandent. Ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas logique. Moi, je pense qu'il faut que l'Afrique aussi trouve un moyen, un mécanisme de développement et après, s'il faut régler des problèmes, on règle au niveau international et tout le monde participe à ce règlement.
Il ne faut pas qu'on attende toujours que les autres viennent nous donner de l'argent pour résoudre les problèmes qu'ils ont déjà créés il y a plus de 100 ans et nous donner des leçons sur ce que nous devons faire. Moi, c'est ce que je pense nécessairement. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Bema Gado. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, je voudrais remercier les Africains qui ont participé à cette rencontre internationale, mais de leur demander de rester sur leur qui-vive, de ne pas céder à des chantages et à des stratégies de paupérisation de l'Afrique et de continuer par se battre pour que l'Afrique puisse développer des solutions propres à elle et qui permettent de pouvoir développer le continent dans le bon sens, tout comme les autres pays. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG NSTAT. Vous êtes également expert en gestion durable des déchets. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie aussi. On marque une petite pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.